La question que je me suis posée et que j'imagine on sera nombreux à se poser, c'est, je ne sais pas comment dire exactement, la place, la forme, l'inscription, les relations de la culture littéraire, de la littérature avec l'environnement médiatique dans lequel nous plongés. Mais si je postule une relation, déjà c'est que je suis guidé par une sorte d'a priori qui suppose que justement la littérature, je mets ça peut-être entre guillemets, est extérieure aux médias, et même extérieure par nature. L'une étant déclinée au singulier, la littérature, tandis que les autres sont plurielles, massivement, comme s'il n'y avait rien de commun entre les deux. Or, évidemment, on peut rappeler une évidence, c'est que la littérature est un médium, et c'est un médium parmi d'autres. Et faire un constat qui est peut-être plus lié à notre temps, celui selon lequel nous vivons dans un bain médiatique qui n'est pas forcément constitué, je crois que c'est là où ça prolonge la communication précédente et même les communications d'hier, qui n'est pas vraiment constitué de sujets et d'objets distincts, de canaux de transmission entre émetteurs et récepteurs, de machines et d'hommes, mais plutôt constitué des environnements. On l'a vu hier avec les profils numériques, on le voit dans ce que disait Jean-Max aussi sur les circulations entre différentes œuvres qui font que la distinction entre ces objets n'est pas si claire que ça. Donc, comment penser l'expérience littéraire dans cet environnement, et existe-t-il une expérience littéraire spécifique dans un environnement? Bon, je ne vais pas du tout vraiment répondre clairement à ces questions qui sont assez massives, c'est plutôt un début de réflexion que je propose, et je vais essayer de déplier un peu les enjeux de cette question, donc quelle est la spécificité? Est-ce qu'il existe une spécificité de l'expérience littéraire dans un environnement, dans les environnements médiatiques dans lesquels nous sommes plongés. Voilà. Alors pour commencer par déplier les enjeux, je me suis dit que c'était peut-être pas mal de revenir sur les controverses qui opposent justement littérature et médias. Qu'est-ce qui nous amène à penser qu'il y a une différence entre littérature et médias, car je trouve que ça nous informe assez bien de la manière par laquelle une époque se pense. Donc on pourra noter par exemple que la littérature, je mets ça un peu entre guillemets, c'est-à-dire cette littérature un peu fantasmée qui nous traverse sûrement, c'est parfois vu attribuer ces dernières années un rôle d'antidote, de remède, ou même d'antithèse à la profusion médiatique. Et ça, vraiment, c'est pas du tout nouveau. Hein. Dès l'entrée dans le monde médiatique et masse médiatique, le 19e et 20e siècle, on a fait souvent jouer ce rôle à la littérature, comme haute culture contre les cultures de masse, comme communion contre la communication. On voit y compris dans la philosophie des années 80-90, je pense à Jean-Luc Nancy ou beaucoup d'autres, comment on essaie d'établir une communication supérieure de la littérature contre la communication inférieure de je ne sais pas quoi. Alors, les termes du débat ont aujourd'hui changé, mais les oppositions demeurent. Vous vous souvenez probablement de ce texte très célèbre de Nicolas Carr, Est-ce que Google nous rend idiots? Is Google making us stupid? Qui est en fait un texte sur la littérature, curieusement. Je pense que certains d'entre vous le connaissent, évidemment, c'est un texte hyper célèbre qui a fait le tour du monde, hein. Mais c'est pour moi un texte sur la place de la littérature dans le monde hypermédiatique, avec une vision nostalgique, un peu conservatrice, que je vais essayer de renvoyer, à laquelle je vais renvoyer. Donc l'auteur commence par évoquer son incapacité à prêter une attention prolongée aux objets qu'il exige, c'est-à-dire des livres. Hein. Cette incapacité vient, selon lui, de sa trop grande fréquentation d'Internet. Le texte envisage donc la fin d'une époque qui est marquée par la prééminence de ce qu'il appelle, pas rien comme expression, un cerveau littéraire. Hein, la fin du cerveau littéraire, qui est capable d'hyperattention et d'attention profonde. Et il développe cette image que je reprends dans le doigt et que j'aime beaucoup, je dois dire, de cette double image de la plongée et du jet ski. Hein. L'époque qu'il qualifie de littéraire, évidemment, c'est celle de la plongée, hein, avec une modalité temporelle forte, et celle de l'Internet, c'est celle du jet ski, hein, qui nous fait sauter de vague en vague, de temporalité en temporalité. Je vais citer un peu longuement Nicolas Carr, j'aurais dû avoir un PowerPoint comme tout le monde, et puis bon, voilà, j'ai pas pensé. Donc, il écrit ceci, je le cite. Ces dernières années, j'ai eu la désagréable impression que quelqu'un ou quelque chose bricolait mon cerveau, en reconnectait les circuits neuronaux, reprogrammait ma mémoire. Mon esprit ne disparaît pas, je n'irai pas jusque-là, mais il est en train de changer. Je ne pense plus de la même façon qu'avant.
Et c'est quand je lis que ça devient le plus flagrant. Auparavant, me plonger dans un livre, dans un long article, ne me posait aucun problème. Mon esprit était happé par la narration, par la construction de l'argumentation, et je passais des heures à me laisser porter par de longs morceaux de prose. C'était bien avant, hein. Ce n'est plus que rarement le cas, dit-il. Désormais, ma concentration commence à s'effilocher au bout de 2 ou 3 pages. Je m'agite, je perds le fil, je cherche autre chose à faire. C'est peut-être votre cas d'ailleurs en ce moment. Moi, c'est souvent mon cas, je dois dire. J'ai l'impression, continue-t-il, c'est une longue citation, d'être toujours en train de forcer mon cerveau rétif à revenir au texte. La lecture profonde qui était auparavant naturelle est devenue une lutte. Auparavant, c'est là que l'image arrive, j'étais un plongeur dans une mer de mots. Désormais, je fends la surface comme un pilote de jet ski. Fin de citation. Donc, dans cet essai manifeste qui a vraiment fait le tour du monde, qui a été traduit dans de très nombreuses langues, la littérature joue le premier rôle. Et Carr nous dit que lorsqu'il évoque ses problèmes de lecture avec ses amis et ses connaissances qui sont tous amateurs de la littérature, dit-il, l'un d'entre eux confesse, et le mot n'est pas trop fort, mélancolique, désespéré, qu'il a arrêté de lire des livres. Citation, « J'étais spécialiste en littérature à l'université, je passais mon temps à lire des livres. Que s'est-il passé? Peut-être que je ne lis plus que sur Internet. Non pas parce que ma façon de lire a changé, c'est-à-dire parce que je rechercherais la facilité, mais plutôt parce que ma façon de penser a changé. » Un autre ami de Nicolas Carr, une autre confession. Ses pensées, dit-il, ont acquis un style staccato, à l'image de la façon dont il scanne rapidement de petits passages de texte qui provient de multiples sources en ligne. Cet ami lui dit, désespéré, « Je ne peux plus lire Garrépé. J'ai perdu la capacité de le faire. Même un billet de blog de plus de 3 ou 4 paragraphes est trop long pour que je l'absorbe. Je l'effleure à peine. » Fin de citation. Bien sûr, Carr reconnaît que nous lisons plus aujourd'hui, ou en tout cas à l'époque où il écrit son article, il y a quelques années, que dans les années 70 ou 80, lorsque les médias dominants étaient la télévision, et donc lorsque le média dominant était la télévision. Mais ce n'est plus du tout, là où ça peut être assez intéressant, je reviendrai tout à l'heure, ce n'est plus du tout le même environnement médiatique, et donc ce n'est plus la même lecture qui est produite par ce nouvel environnement médiatique. Donc il oppose à nouveau le style de lecture profonde qui a émergé avec une technologie ancienne, l'imprimerie, et qui a permis de rendre banal des ouvrages longs et complexes, alors que le net, avec l'accumulation des liens hypertextes, des pubs clignotantes et autres bidules numériques, je le cite, notre attention est dispersée et notre concentration diffuse. Donc c'est sûr que dans ces cas-là, c'est dur de lire Garrépé. Bon, je suis persuadé qu'un certain nombre de lectrices et de lecteurs ici auront reconnu leur propre expérience. Néanmoins, pour beaucoup, nous sommes chercheurs en littérature, étudiants, enseignants, nous lisons de la littérature, nous enseignons et commentons de la littérature. Donc, il ne peut y avoir que 2 possibilités. Soit nous sommes complètement inconscients du monde dans lequel nous vivons, soit Nicolas Carr n'a que partiellement raison, et le problème peut être posé autrement. Alors, il me semble que ce problème est très bien posé par un auteur, une auteure, en l'occurrence, que j'aime beaucoup et que je cite très souvent, c'est Emmanuel Pierrer dans son texte de fiction documentaire, qui a servi un peu de fil rouge à mon livre. Voilà. Ce texte s'intéresse à un corpus fiction documentaire, donc Emmanuel Pierrer s'intéresse à un corpus de textes qu'elle appelle les fictions documentaires, et qu'elle oppose, corpus qui a beaucoup augmenté ces derniers temps, et qui s'oppose à ce qu'elle appelle le roman, tout en étant consciente que le roman est vaste et protéiforme, si bien qu'on ne va pas le définir comme ça. Il y a néanmoins, selon Emmanuel Pierrer, une définition minimale du roman, selon laquelle il comporte un fil narratif qui, même malmené ou fragmenté, conduit l'ensemble. Alors que les fictions documentaires se distinguent du roman justement par l'absence d'une ligne narrative unificatrice. Si, comme on peut s'accorder avec elle, il y a un rapport étroit entre le type de littérature produite à une certaine époque et son contexte historique et social, la question c'est en quel sens les fictions documentaires coïncident-elles avec une certaine expérience du monde. Alors, pour Emmanuel Pierrer, cette expérience du monde, c'est celle de son fort taux, je la cite, de médiatisation par des écrans d'ordinateur ou de télévision. Nous vivons, dit-elle, de manière intensive dans la compagnie d'écrans de petite taille, et ces écrans déversent dans notre salon, dans nos chambres et sur nos bureaux
un volume considérable de renseignements et ou d'inepties concernant le monde. Je continue la citation. Néanmoins, nous ne sommes pas pour autant ahuris, nous ne sommes pas engloutis dans des écrans de télé ou d'ordinateur, nous ne leur cédons qu'une proportion limitée de notre attention. Voilà le second trait distinctif, dit-elle. Nos écrans, poursuit-elle, ne sont pas du type écran de cinéma. Devant un écran de petite taille, de taille petite ou moyenne, dont nous sommes pour nous-mêmes le projectionniste, nous nous oublions en fait assez peu, nous commentons à haute voix le spectacle au fur et à mesure de son déroulement, nous changeons le DVD, nous cliquons, nous retartinons un sandwich, nous répondons au téléphone. Fin de la citation. Au fond, c'est la même idée que celle exprimée par Nicolas Carr, mais de manière inversée, plus décontractée, plus positive, plus ouverte au présent et au futur. Et elle utilise même le mot, peut-être mantra, de l'époque, celui de l'attention. Les petits écrans dont elle parle, dont il faut rappeler que ce sont ceux du littéraire, ces petits écrans. Ce sont ceux du littéraire qu'on en soit dans la phase de production ou d'accueil. Sur les petits écrans qu'on produit des textes littéraires, c'est souvent sur petit écran qu'on les accueille. Donc ces petits écrans nous donnent la liberté de les contrôler, cependant qu'il y a les grands écrans, et par-dessus tout celui du cinéma, qui est hyper dramatisé par le noir, nous rendent captifs. Mais l'écran de cinéma, bien entendu, c'est un symbole dans le texte de Emmanuel Pierrer. C'est le symbole d'une économie de l'art qui est centrée sur le désir, la volonté et le plaisir d'être immergé ou envoûté par un médium artistique. Le roman du XIXe siècle, dont Flaubert a probablement écrit le chef-d'œuvre avec Madame Bovary, pas du roman du XIXe siècle, hein, mais de cette idée-là, est l'autre symbole de cet envoûtement. Emma est malade de lire des romans, d'être immergée dans un monde fictionnel. Les romans l'ont rendue captive. C'est une drogue, une addiction, l'addiction à une dope, la fiction, la littérature. Bien sûr, je ne veux pas être trop excessif, mais lorsqu'on lit Carr, il faut prendre garde à ne pas trop idéaliser l'attention profonde qui peut être une forme d'autisme ou au moins d'addiction. La suspension de l'incroyance, qui est à la base du roman, n'est pas une mince affaire. Elle peut certes produire une émancipation, elle peut provoquer du plaisir, mais elle conduit aussi à la folie, par exemple dans le cas de Don Quichotte. En ce sens, l'attention profonde peut parfois être plus effrayante que la permanente distraction. Donc, ce texte qui m'a accompagné là, d'Emmanuel Pierrer est une sorte d'antidote à la lamentation mélancolique de Nicolas Carr. Il nous rappelle que ce soi-disant cerveau littéraire est en fait une invention du XIXe siècle, et dans le même temps, il donne à la littérature de nouvelles fonctions dans un monde hyper médiatique. Mais en ce sens, les deux textes ne sont pas si opposés puisqu'ils présentent deux voies littéraires différentes que cette fois-ci j'emprunte à Yves Citon, les vacuoles et les dispositifs, qui pourraient devenir deux manières de penser la littérature dans une économie de l'attention. En fait, ces deux textes nous rappellent surtout qu'il n'existe pas de littérature au singulier. Il y a plusieurs manières de lire qui dépend des conditions historiques. Donc notre époque est caractérisée par ce qu'il est convenu désormais d'appeler une économie de l'attention. C'est-à-dire une économie dont le capital principal, qui est à conquérir, à partager, à se disputer, à préserver, est constitué de nos propres ressources attentionnelles. Or, les pratiques littéraires sont loin d'être étrangères à cette économie de l'attention, bien au contraire. Pensez à cette image selon laquelle on pourrait lire un roman, surtout un roman comme Madame Bovary, et qu'un immeuble s'écroule à côté de nous sans qu'on s'en aperçoive. La littérature fait partie des industries culturelles et médiatiques de l'attention. Au lieu de distinguer la littérature du bain médiatique dans lequel nous vivons, nous pourrions même interroger les ressources attentionnelles mobilisées par les expériences littéraires. Donc je me suis tourné vers les spécialistes de cette économie de l'attention pour savoir ce qu'ils disaient. Et notamment, l'un de ces spécialistes, Dominique Bouillet, propose de distinguer 4 régimes d'attention différents. Les régimes de fidélité, qui est emblématisé par le fichier client. Donc il s'agit essentiellement d'établir une relation stable et de longue durée
entre une entreprise et une marque, mais ça peut être entre un producteur et un récepteur quelconque. Le régime de fidélité, le régime d'alerte, qui, au lieu de chercher cette stabilité sur le long terme, repose sur l'intensité des émotions et des stimulations, et sur une excitation permanente. Le régime du zapping, disons, zapping généralisé, qui réduit notre capacité d'attention à une série de flash. Et un autre régime que Dominique Bouillet appelle le régime de l'immersion dans un univers virtuel, qui est emblématisé par les jeux vidéo, mais bien entendu, il me semble que la littérature ou les expériences littéraires peuvent aussi relever de ce type d'immersion fictionnelle, même si ça repose sur la représentation et pas sur l'enactment, la manière d'actualiser réellement. Ces différents régimes ne se succèdent pas dans l'histoire, ils coexistent à tout moment, et c'est leur rapport de force qui évolue. Ils peuvent être vus comme 4 modes coexistants de production de l'attention. Les expériences littéraires, qu'elles se déploient dans l'imprimé ou ailleurs, relèvent de ces différentes captations et productions d'attention. Elles en relèvent intrinsèquement, si l'on veut, puisqu'un livre, une performance, une installation peuvent alternativement fidéliser, alerter, produire du zapping ou nous plonger dans une expérience immersive. Mais elles en relèvent aussi relationnellement, puisque une pratique littéraire se déroule au cœur de cette expérience médiatique généralisée. J'ai 3 minutes, ça? D'accord. Plus? Pardon? Ah, ok. Donc, l'hypothèse très simple à partir de là, c'est que la production littéraire a toujours été reliée au régime d'attention de son temps, au régime, disons, majoritaire. Donc, le nôtre, vous le savez, nous le vivons en permanence, y compris maintenant, est caractérisé par une surcharge informationnelle et par le pouvoir de la distraction. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, cette surcharge attentionnelle donne, d'une certaine manière, de nouveaux pouvoirs aux pratiques littéraires. La multiplicité médiatique est en effet telle qu'aujourd'hui, il nous est possible, plus certainement qu'à l'époque des grands médias dominants, de détourner notre attention, de la pluraliser, de l'habiter, de l'individualiser, tout en étant conscient que ces flux sont aussi collectifs. Les expériences esthétiques permettent à nous de ménager des combinaisons entre hyper-attention, attention flottante ou veille, qui sont 3 manières d'être autant. Yves Citon, qui a pas mal travaillé sur ces données-là, fait des expériences des expériences artistiques, des laboratoires esthétiques de l'attention. Je trouve que c'est assez juste comme expression, en disant que justement, étant plongé dans cette économie de l'attention qui est dominante, même si les objets sont bien là, la production est bien là, et les rapports de force dominants aussi, étant plongé dans cette économie de l'attention, les expériences esthétiques qui sont des laboratoires de l'attention sont des ressources assez exceptionnelles. Et c'est donc là qu'il distingue les expériences vacuoles et les expériences qu'il appelle dispositifs et que j'appellerais volontiers compositionnistes, en faisant un signe vers Bruno Latour. Donc les vacuoles, si vous ne savez pas ce que c'est normal parce que moi non plus, en fait, je ne savais pas du tout ce que c'était avant. Je crois qu'il emprunte ce terme à Gilles Deleuze. D'ailleurs, les vacuoles, c'est des sortes de bulles de protection, disons. Des sortes de bulles de protection. Donc, avec les vacuoles, la forme de la vacuole, on pense l'expérience artistique ou littéraire comme une expérience ritualisée, distincte du bain médiatique. Et je n'ai pas pris cette citation parce qu'elle est beaucoup trop longue. Citon, c'est dans Pour une écologie de l'attention qu'il parle de ça, évoque toutes les expériences esthétiques qui sont ritualisées. Comme par exemple celles dans lesquelles on entre dans un espace public spécifique avec des codes spécifiques. Par exemple, on éteint son téléphone quand on entre au cinéma et on fait le noir avant de projeter quelque chose. Hein. Donc là, c'est vraiment des formes de ritualisation qui constituent ces vacuoles qui, d'une certaine manière, nous coupent du monde. Donc il y a cette forme-là, l'expérience vacuole, qui est relativement oppositionnelle, même tout à fait oppositionnelle, et dont il ne faut pas taire les vertus salutaires. Ces expériences-là, je pense, se sont constituées à l'époque des grands médias dominants, cinéma, télévision, presse, radio. Et il s'agit dans ce cadre-là d'opposer un contre-envoûtement minoritaire à l'envoûtement majoritaire de, par exemple, la télévision.
évidemment, ça n'a plus exactement la même valeur à l'heure du zapping généralisé. C'est pourquoi une stratégie opposée à celle des vacuoles peut se rencontrer et se rencontre de plus en plus, qui rendent de flou les frontières du littéraire. C'est celle défendue par Pierre dans son essai et dans ses livres. Mais c'est aussi celle approchée par Yves Citon. Citon dit qu'il s'agit dans ces expériences-là de s'implanter dans les flux de communication pour tenter d'en opérer le court-circuitage de la guerre. Il s'agit d'habiter les flux de communication, les recomposer, les rescénariser. Et là, un mot comme éditorialisation trouve tout son sens. C'est-à-dire qu'il s'agit effectivement d'éditorialiser les flux qu'on recherche et non pas être dans une expérience ex nihilo qui produit une captation de l'attention. Davantage qu'à des œuvres à contempler dans une stase mystique, écrit Yves Citon, on a affaire à des dispositifs qui sortent du laboratoire pour tenter d'occuper le terrain ultime de nos conflits sociaux, c'est-à-dire ce qu'il appelle la médiasphère. Bien sûr, ça renvoie aussi au jet ski et à la plongée. Ce qui nous permet de sauter de ligne narrative en ligne narrative, de mode de discours en mode de discours, de forme médiatique en forme médiatique, là où le travail littéraire permet essentiellement de rendre les lecteurs conscients des formes de captation de l'attention dans la média dominante. J'ai vraiment pas été clair. Enfin, je crois, moi je ne me suis pas compris. Donc, ce que je veux dire, mais peut-être que je vais arriver à une conclusion parce que je dois aller à la fin, mais c'est que dans ces expériences littéraires-là, les expériences jet ski, ces expériences-là permettent de nous rendre conscients, quand on lit Pierre, par exemple, on est conscient de ces flux d'informations auxquels on est confronté. Et sa lecture ne nous demande pas spécifiquement une capture de notre attention, mais une conscience de nos ressources attentionnelles. Mais on pourrait penser aussi au vaste continent de la littérature exposée, et c'est tout à fait en relation avec ce que disait Jean-Max tout à l'heure, cette littérature hors livre qui se déploie non seulement dans d'autres espaces artistiques, scènes ou salles d'exposition, mais aussi dans des espaces contextuels et sociaux. Si bien que l'expérience littéraire, pour la plupart des producteurs et des consommateurs, ne se réduit pas à un simple artefact, par exemple le livre, qui concentrerait toute notre attention, mais construit un vaste écosystème médiatique avec des artefacts littéraires, des activismes sur les réseaux sociaux, des interventions dans les médias ou les espaces publics, qui alternent des formes de vacuoles et des formes dispositifs. Ou plutôt, dans la forme générale, c'est plutôt ça que je pourrais dire, c'est que la forme générale de l'œuvre littéraire, d'une œuvre littéraire, est celle d'un dispositif qui peut inclure des vacuoles. Voilà. C'est-à-dire que cette œuvre littéraire, aujourd'hui, elle est à penser, quelle qu'elle soit, comme un écosystème littéraire dans lequel on trouve ces différentes expériences. Là, je crois que j'arrive vers la fin, donc je vais peut-être m'arrêter là, j'ai d'autres choses à dire, mais ce que je pourrais dire, c'est que quand on saute une partie entière et qu'on veut arriver à une phrase qui puisse conclure, je vais laisser une forme dispositive à ma communication et dire qu'elle s'arrête maintenant. Voilà. Donc, une forme de vacuole.